Bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence intitulée RIX, mettre fin au cycle de violence. Cette conférence, elle est initiée et proposée par le livret Quartier populaire de la France Insoumise, dont je suis membre et dont Diangou Traoré, ici invité, également fait partie. Les RIX, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette problématique. Ce sont donc des affrontements qui opposent des jeunes, souvent adolescents, qui s'affrontent donc en bandes rivales et que pourtant rien n'oppose d'un point de vue social et culturel. Cette question, elle a été prise à bras-le-corps par le groupe de la France Insoumise, à la fois par le livret Quartier populaire et par les députés depuis un peu plus d'un an, via notamment des colloques et des auditions à l'Assemblée nationale qui ont été organisées, initiées par Éric Coquerel, Sébastien Delogu et Rachel Keke, et également par les RNQP. Je ne sais pas si vous connaissez les RNQP, les Rencontres nationales des quartiers populaires, qui est aussi une initiative du livret Quartier populaire, dont la dernière édition a eu lieu en janvier, et qui, grâce aux acteurs associatifs, a fait sortir quelques mesures de solutions et de pistes pour résorber ce problème. Voilà, donc Diangou, tu pourras revenir justement sur les mesures qui ont été portées par les RNQP. Alors, les RIX, rapidement, je vais juste introduire le propos et puis les invités. C'est plus de 120 morts en 30 ans. Selon le sociologue Marouane Mohamed, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là. Alors on a les chiffres depuis 30 ans, mais ça n'existe pas que depuis 30 ans. Le même sociologue remonte ça à l'Antiquité romaine. Ça existait déjà, et plus récemment, les blousons noirs. Donc c'est pas lié uniquement aux quartiers populaires aujourd'hui, c'est pas un folklore des quartiers populaires, une violence qui est banale. Et donc par rapport à cette question-là, justement, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Nos intervenants, vous nous démontrez que c'en est pas une. Mais on va essayer de comprendre ce phénomène, qui n'est pas un fait divers, qui est un phénomène sociologique et grave. Et on va essayer de poser des questions et d'y répondre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune adolescent qui s'engage et s'implique dans une bande et qui prend le risque de commettre l'irréparable? Comment on fait sur le terrain pour déconstruire toutes ces embrouilles, c'est-à-dire ces tensions, ces conflits qui existent entre des quartiers rivaux? Quelles sont les solutions, puisque c'est là-dessus vraiment qu'on veut se pencher, quelles sont les solutions que le politique peut mettre en place? Parce que on sait que les politiques de répression, de contrôle et de surveillance ont échoué depuis 30 ans, ça on le sait. Et on sait que ceux qui sont sur le terrain, c'est-à-dire les acteurs associatifs, font un travail qui paye. Et nos invités aujourd'hui en sont la preuve. Comment on fait pour établir la paix entre les quartiers? Comment on fait pour se pardonner ou pas? Voilà un peu toutes les questions qu'on va aborder aujourd'hui. Je ne vais pas être plus longue, je vais introduire chacun des invités. D'ailleurs, je vous remercie infiniment d'avoir répondu présent à cette conférence. Donc on a dans l'ordre, donc la conférence, juste pour le dérouler, les intervenants vont développer leurs propos. Donc 15 minutes, vous essayez de respecter, s'il vous plaît, je serai maîtresse de l'horloge. Et puis la dernière demi-heure sera consacrée donc aux échanges avec vous. Ok, voilà, donc d'abord Adel Amara qui est un militant associatif, membre de l'association Norix dans le Val-de-Marne. Adel Amara, donc avec d'autres grands, ont réussi à rétablir la paix entre son quartier des Hautes-Noues et du Bois-l'Abbé à Champigny dans le Val-de-Marne. Il va nous raconter, nous présenter un petit peu comment ils s'y sont pris et sa méthodologie. Ensuite, Awa Diabaté, qui est présente parmi nous de l'association HDJ, les initiales de son fils Ismaël Diabaté Junior, qui a été tué à l'âge de 15 ans en 2018 dans son quartier de la Roquette à Paris. Elle nous racontera comment elle a subi tout ça et ce qu'elle fait, quelles actions elle développe avec son association et le soutien qu'elle apporte aux familles des victimes. Ensuite, Diangou Traoré, qui est une militante de la France Insoumise et une militante aussi très identifiée dans son quartier des Francs-Moisins à Saint-Denis.
par le collectif Franc-Moisin Citoyenne. Donc Diangou Traoré reviendra sur les 2 drames qui ont frappé Saint-Denis au début de l'année. Et elle nous parlera de la situation à Saint-Denis. Saint-Denis, nous avons le député Ali Diouara qui a été élu en juin. Merci Ali d'être présent et qui est, avant d'être député, un militant aussi en Seine-Saint-Denis, notamment via son organisation politique et citoyenne, la Seine-Saint-Denis au cœur. Voilà, merci beaucoup à vous d'être ici et je cède maintenant la parole à Adèle Amarin. Ok, bonjour à tous. Brièvement, alors déjà, moi, en termes de terminologie, moi, je préfère parler de rivalité interquartier ou d'embrouille de cité, tout simplement parce que le mot rixe, à mon sens, il recouvre pas le phénomène dans sa complexité. Encore une fois, quand on parle de rixe, on parle d'affrontement direct. Et c'est vrai que ce phénomène-là, il dépasse les affrontements, on va dire, physiques, parce qu'il y a, comment dire, c'est un état d'esprit, c'est une atmosphère où des fois il y a des tensions, des fois il y a des situations plus ou moins chaudes ou moins chaudes. Néanmoins, ça quand même, ça module notre mode de vie, notre déplacement. Et ce conflit, on va dire, il est toujours ancré en nous. C'est-à-dire que ça a un impact direct dans nos vies quand on est impliqué directement, mais aussi dans la vie de ceux qui ne sont pas impliqués directement, mais parce qu'ils sont coupables d'habiter au mauvais endroit. Et les parents, pareil, qui sont des victimes, on va dire, indirectes. Comment en fait se transmettre cette rivalité-là? C'est l'idée déjà qu'il y a une réputation qui nous précède. Il y a un héritage des grands et on a ce poids de l'histoire qui fait que il y a une transmission de la fierté du territoire qui se fait, alors, soit de bouche à oreille, soit parce qu'on a été témoin de scènes, d'affrontements ou même des légendes urbaines. Et il y a cette volonté de représenter le quartier, être à la hauteur de l'événement et de se dire qu'à notre tour, on va refaire ce que les grands ont fait, on va reprendre le flambeau, représenter le quartier et de le représenter sous cette forme-là. Comme j'ai dit, l'enjeu, donc ça s'alterne entre des tensions directes ou des situations chaudes ou même des affrontements. Et c'est la réputation qui est l'enjeu principal. C'est-à-dire que le quartier fait partie intégrante de notre identité et c'est une identité qu'on doit défendre. Il y a cet attachement au territoire et ce conflit, il dépasse les individus. Ça veut dire que ce n'est pas telle ou telle personne, c'est vraiment vrai, c'est tel quartier ou tel quartier. La défaite de l'un ou de l'autre en fait, engage le quartier dans sa totalité. Et donc c'est un affront qu'il faudra laver et donc derrière, il faudra organiser le match retour. Comme je l'ai dit, ces tensions, elles sont ancrées dans nos vies et ça peut s'illustrer par des lynchages, des coups de couteau, des coups de marteau, des coups de feu. Et on est conditionné, c'est ancré dans nos vies, donc on est conditionné, quand on est directement impliqué, on est prêt à ça. Et on organise même nos déplacements, c'est-à-dire qu'on se déplace soit armé, soit en groupe, mais des fois pas avec une intention de commettre quelque chose, mais se dire, moi je vais me défendre au cas où. Il faut savoir aussi qu'il faut qu'on se mette pour comprendre ce phénomène, il faut se mettre à hauteur d'adolescents, de se mettre à leur niveau, d'essayer de comprendre quel profit ils peuvent avoir. Et ce que j'appelle moi des bénéfices secondaires, c'est-à-dire que c'est un effet positif qu'on tire dans une situation globalement négative. Et il y a 3, pour moi, profits à être impliqué dans ces conflits-là. C'est que déjà, premièrement, il y a une reconnaissance symbolique. Comme je l'ai dit, la réputation, c'est un enjeu principal. Mais quand je parle de réputation, il y a la réputation du quartier et la réputation personnelle dans le quartier. Donc, la réputation, c'est l'accès à un statut, être quelqu'un dans le quartier, être respecté. Il y a la sécurité aussi, parce qu'encore une fois, quand on se déplace, quand on a un souci, on sait qu'il y a 30, 40, 50 personnes qui peuvent se mobiliser pour soi, on se sent beaucoup plus fort. Ça nous apporte une sécurité. Et enfin, c'est un bon moyen d'évaluer en fait ces liens d'amitié. Donc ça renforce les liens d'amitié parce qu'encore une fois, quand on se retrouve dans une galère, il y a une équipe de 15-20 personnes qui nous attendent et on prévient les gens de ce quartier qui se déplacent, à ce moment-là, on n'est même plus des amis, en fait, on est des frères, il y a vraiment quelque chose qui se construit. Donc c'est les effets positifs, bénéfiques à être dans ces rivalités-là. Pour parler brièvement des familles, parce que souvent on les met en cause,
Donc sur le volet, moi, en tout cas moi, de mon expérience, ce qu'on retrouve au niveau des familles, c'est souvent soit de l'ignorance, c'est-à-dire que donc des familles victimes, quand elles apprennent que leur enfant voilà, il est victime il s'est fait frapper ou autre, ils n'étaient pas au courant de cette situation-là, soit de l'anxiété, soit de la désorientation ou de l'impuissance. Et pareil pour les coupables, quand on apprend que son enfant a fait quelque chose, c'est soit le déni, c'est-à-dire que non, ça peut pas être mon fils. C'est pas un déni, c'est non, moi je l'ai pas éduqué. S'il a fait ça, c'est plus mon fils. Ou de la déception, de la colère, ou même de l'impuissance. Moi en tout cas, je suis jamais tombé sur quelqu'un qui dit moi je m'en fiche. Moi des parents démissionnaires, j'ai jamais connu. Sur les conséquences directes, donc ça a un impact déjà, comme je l'ai dit, dans notre mobilité. Ça a un impact aussi dans l'école, parce que souvent les affrontements, donc c'est soit dans les lycées, dans les collèges, où il y a des jeunes de quartiers différents qui se rencontrent, et des fois des jeunes de quartiers rivaux. Et donc il y a deux stratégies pour affronter ce phénomène-là quand on est à l'école. C'est ce que j'appelle la stratégie d'affrontement. Donc comme je vous ai dit, soit on est groupé, soit on est armé. Et c'est pour ça que des fois, quand on est plus jeune, en fait, on se retrouve... Il y a des adultes qui disent, mais attends, moi quand j'avais ton âge... moi, j'allais pas avec un couteau ou un marteau, j'allais avec des cahiers. Ouais, mais tu sais pas ce que je vis, tu sais pas ce qu'il y a en face. Et moi, si je prenais un couteau ou un extincteur, en vrai, c'est pas pour faire quelque chose, mais au cas où. Et c'est souvent ça, c'est au cas où, c'est vraiment pour se défendre que les jeunes, ils se retrouvent à être armés, équipés. Où il y a la stratégie d'évitement. C'est-à-dire, on essaie de contourner la carte scolaire et ça veut dire que derrière, des fois, on se retrouve à être orienté super loin et ça crée c'est compliqué après d'être assidu, et puis il y en a beaucoup qui abandonnent l'école en cours de route. Quand on est dans le Val-de-Marne, on se retrouve à être scolarisé à Pierrefitte, voilà, c'est un peu plus compliqué, ou on sèche les cours. Donc voilà la stratégie d'évitement. Alors ça c'est sur la scolarité, les conséquences directes sur la scolarité, les conséquences aussi directes, c'est comme on dit, Kerry James qui disait ça, deux issues, hein, c'est la mort ou la prison. Je vais faire vite quand même. Et puis et comment en fait on sort de l'embrouille. Donc souvent en gros on sort de ce phénomène-là quand on atteint un certain âge, on est mature. Il y a une évolution des intérêts personnels. C'est-à-dire que voilà, on a une autre vie à faire, on veut trouver du travail, on est en général quand on a 22 ans, si on est encore dans les embrouilles, c'est que vraiment on est démodé en fait. Voilà, je veux dire la mentalité elle change, elle évolue. Il y a une évolution aussi, ce que j'appelle des paramètres de respectabilité. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple très simple. Je vous vends une casquette. J'ai 15 ans, je vous vends une casquette, vous ne me payez pas. Si je fais rien, vous m'avez mis à l'amende. D'accord ? C'est-à-dire, je suis une victime, vous m'avez mis à l'amende. Maintenant, à 30 ans, je vous vends ma casquette. Si vous ne me payez pas, si je fais rien, même s'il n'y a rien, on va dire, mais... moi, en fait, je suis un grand seigneur, c'est vous le clochard. Comment, en fait, t'es pas réglo. Vous voyez, la même action, en fait, à 30 ans, t'es pas réglo, t'es pas quelqu'un de... Vous voyez comment, voilà, les paramètres de respectabilité, ils évoluent, en fait, avec l'âge. Et pareil, enfin, là, on a une vie à construire. Pour faire vite, comme ça, après, je vais distribuer la parole. J'ai encore du temps. Bon, après, s'il y a des questions, voilà, faut pas hésiter. Alors nous, comment on est arrivé en fait, ce que j'appelle à mettre en place cette étape pour la paix. Donc moi, quartier à Villiers-sur-Marne, et Haute-Nou à Villiers-sur-Marne, je veux dire, et le Bois-l'Abbé à Champigny et Chenevière, c'était une rivalité, c'était le classico du Val-de-Marne. Et je le dis sans orgueil, hein, mais c'était vraiment il y a des conflits comme ça qui étaient identifiés. Et on a eu un déclic, c'est quand on s'est aperçu qu'il y avait des rixes à répétition, c'est-à-dire en 2017, on s'apercevait que les plus jeunes qu'au moment où l'embrouille a commencé, ils n'étaient même pas nés. Des coups de couteau, c'était vraiment, à un moment donné, ils allaient à la mort. Et il y avait aussi un sentiment de culpabilité, c'est-à-dire qu'on s'est dit, quelque part, c'est notre faute si les jeunes ils reproduisent ce que nous on a fait. Nous, on a fait nos vies, finalement, ils reprennent un peu ce flambeau-là. Et il y avait aussi un discours qui disait que, alors quand on allait discuter avec les jeunes du Bois-l'Abbé, ils disaient, ouais, mais les grands des Hautes-Nou, ils les engrainent. Et quand on est les Hautes-Nou, ils disaient ouais, non, les grands du Bois-l'Abbé, ils engrainent les petits, vous nous parlez, mais les grands, ils engrainent. Donc on s'est dit quoi ? On s'est dit, nous, en fait, les grands, on va se mettre ensemble. Ils verront qu'on a un discours cohérent, on va se mettre d'accord entre nous et on va aller leur parler. Donc dans un premier temps, on s'est dit qu'on va aller... la première étape, c'est vraiment convaincre son entourage dans son quartier. Parce qu'il y a beaucoup d'engraineurs. C'est facile d'être un démago. Voilà, de dire allez les goumer, nous à notre époque, et puis de revivre un peu les conflits alors qu'on a 30 ans passés. Donc déjà dans un premier temps il faut vraiment cadenasser ça, et nous en fait on a vraiment là où je vous parle c'est vraiment un ringard, c'est-à-dire le grand là qui engraine un petit, il est ridicule, il perd même sa crédibilité.
Donc ensuite, on s'est réunis et on a réuni les plus jeunes. Et pareil, quand on réunit les jeunes, on a pris les concernés. Je vais y revenir après, mais des fois, en fait, si on veut faire de l'affichage, on peut prendre 3 jeunes d'une ville, 3 jeunes d'une autre ville. Ils n'ont rien à voir. On fait genre, regardez, on fait une photo, regardez, on a agi, mais on sait que concrètement, on n'a pas agi, à la racine. Donc voilà, réunir. Donc on a pris les meneurs, on a ciblé les meneurs. Ensuite, on a organisé des échanges interquartiers. Et on est parti sur ce que les jeunes aimaient. C'est-à-dire que nous, on est parti sur le foot et la boxe, mais je veux dire, si leur sport c'était le badminton, on aurait fait du badminton. Enfin voilà, faut pas chipoter. On part de ce qu'ils aiment. En fait, là, l'objectif, c'est de les capter, et l'activité est un moyen pour arriver à un objectif de les réunir. Ensuite, derrière, on a organisé un séjour. Pareil, pour nouer les liens, c'est un moment important, parce qu'en fait là, à ce moment-là, et puis même dans le choix des activités, on a été stratégique. Dans le choix du casting aussi, des jeunes, on a été stratégique. On a pris des jeunes un peu durs, des jeunes un peu plus marrants et tout ça, pour créer des passerelles. Dans les activités, on a pris des activités de coopération, on n'a pas pris des activités de confrontation, et ainsi de suite. Et vraiment, ça a été un moment fort. Et puis les meneurs derrière, ils ont pu assumer ce qui s'est passé. C'est-à-dire, quand ils sont rentrés au quartier, ils ont raconté ce qui s'est passé. Ils ont assumé, ils n'ont pas dit ouais, non, il n'y a rien. Non, ils ont vécu des choses ensemble, c'était fort, et derrière, ça a été même les ambassadeurs de ce qui s'est passé là-bas. Et pareil, nous, on ne s'est pas pris la tête sur le séjour. Ouais, je peux ramener la play, ramène la play. Ouais, ramène la chicha. Ouais. Et il s'est trouvé que la PlayStation et la chicha, c'était vraiment les espaces de sociabilité. Ils n'avaient pas besoin de nous, vraiment. Ah ouais, truc de foot. Alors, ouais, c'est vraiment, faut pas chipoter, parce que quand des fois les activités, non, mais la chicha. Après, voilà, il y a un cadre légal. Il n'y a pas de ouais, ramène ton bédo. Non. Enfin, je veux dire. Voilà, je veux dire, on est quand même responsable, mais je veux dire, voilà, là-dessus, la PlayStation, et moi j'ai une photo, elle est incroyable. Il y a 2 petits qui jouent à la console, je les ai pris en photo parce qu'il y en a un, l'année d'avant, il avait planté l'autre. Et la photo, ils sont là, ils jouent à FIFA. Et franchement, c'est fort. Et là, je vous parle, ils sont proches. Comme je dis, c'est les ambassadeurs, et franchement, c'est fort, et c'était impensable à l'époque. Derrière, ensuite, une fois qu'on est arrivé à ça, on a canalisé, on a apaisé, il faut pérenniser. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire... En fait, quand c'est calme, c'est là où il faut travailler, en fait. C'est là où il faut continuer de cultiver ce lien-là. Souvent, l'adulte, on veut surréagir dès qu'il y a une tension. Ah ouais, on essaye de faire des choses, alors que c'est plus compliqué. Et quand c'est calme, on se dit, ah, c'est bon. Non. Quand c'est calme, c'est le moment même de commencer à travailler. Ensuite, on a ce que j'appelle la veille. C'est-à-dire, on a créé une cellule de veille pendant 4 ans. Parce que nous, on a commencé à mettre ça en place en 2017. Pendant 4 ans... franchement, dès que je refaisais un texto, ouais, accroupement de jeunes, tout ça, on était sous pression. Alors, directement, il se passe quoi? Tac, tac, tac. Ah non, c'est bon. Vous voyez, faut vraiment être. Nous-mêmes, on vivait avec ça, parce que quelque part, on s'était investi. On avait mis aussi, il y avait notre crédibilité qui était en jeu, donc un peu d'orgueil, mais le bon orgueil. On s'est dit, ouais, à un moment donné, on va y arriver. On s'est mobilisé, c'est pas pour rien. Et puis enfin, derrière, transmettre. C'est-à-dire que là, moi, j'ai 37 ans. Je vais pas continuer à régler des problèmes d'embrouille de petites 15 ans. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est. Il y a quelqu'un de choisi qui avait parlé de système de N+1, et j'aime bien sa formule. C'est en gros, maintenant, c'est ceux qui ont 22 ans, ceux sur qui on a agi, c'est eux qui régulent, en fait. Et si après il y a besoin, nous on est là, il n'y a pas de problème. Si quand il y a des initiatives, on est toujours avec eux. Mais c'est important de ne pas se sentir indispensable. Moi, je me dis, j'ai fait mon travail à partir du moment où ils n'ont plus besoin de moi. Et comme là, ils n'ont plus besoin de moi, je me dis, c'est bon. C'est jusqu'à une fois qu'on a passé le relais. Voilà. Sur le choix des acteurs et des actrices. Alors, à mon sens, c'est important qu'il faut choisir des acteurs et des actrices légitimes dans le quartier. C'est-à-dire des acteurs qui sont implantés, qui sont crédibles et qui sont reconnus par les concernés, et qui ont une démarche désintéressée. J'insiste sur la démarche désintéressée parce qu'elle peut venir de n'importe qui, c'est-à-dire elle peut venir d'un professionnel qui veut juste avoir une promotion, qui veut accéder à un statut au niveau professionnel, mais les jeunes, ils le voient. Ça peut être aussi une association, un associatif qui veut juste capter des subventions ou autre, qui veut faire de la com. Et encore une fois, quand les jeunes ils se sentent manipulés, ils le ressentent directement et ils vous le font payer. Donc la démarche désintéressée, moi j'avais pas d'intérêt direct, il n'y avait pas mes petits frères dedans. J'ai pas gagné 1 euro dans l'histoire, voyez, mais par contre, ouais, la fierté de se dire on a réglé quelque chose. Mais quelque part, comme je dis, moi j'ai juste effacé l'ardoise. Moi je devais une dette. Ma génération devait une dette. Ceux qui font la fierté, c'est la génération qui a arrêté. Et qui continue, c'est eux en vrai les bonhommes, comme on dit, quand on parle de paramètres de respectabilité. Nous, on a reproduit ce qu'on a fait. Moi je suis pas un bonhomme en fait. C'était claqué en fait, on a fait ce que tout le monde a fait. Par contre, eux, ils ont fait quelque chose d'inédit. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté là où la norme c'était de reprendre. C'est eux qui ont été exceptionnels. Et c'est eux qui font que je me retrouve là à parler devant vous. C'est eux qui font que nos 2 quartiers, on les porte et on en parle comme un exemple parce qu'on a arrêté. Et donc c'est grâce à cette génération-là. Je tenais à le dire. Conclusion. Conclusion. Ah ouais, 15 minutes c'est court.
Alors, brièvement, c'est important aussi, voilà, donc peu importe, quand je parle d'acteurs légitimes, peu importe les professionnels, que ce soit des animateurs, que ce soit des parents, que ce soit des surveillants, que ce soit des éducateurs ou autres, tous ceux qui sont légitimes, il faut travailler en complémentarité, il faut éviter les concurrences d'adultes, parce que souvent, moi je dis, le problème, c'est jamais les jeunes, hein. Le problème, c'est les adultes. Donc, travailler en complémentarité et se rendre utile là où on peut être utile. Des fois, il y a des espaces où c'est malvenu que les parents soient là. Parce que les jeunes, ils vont pas se confier. Et ben, faut pas que les parents ils prennent mal en mode quoi, c'est mes enfants. Non, tranquille. Il y a des moments où vous serez utile. Il y a des moments où il vaut mieux qu'on se retire et ainsi de suite. Voilà, alors l'idée c'est que la responsabilité est collective, donc la solution est collective, donc éviter un peu les concurrences et les rivalités. D'adultes, hein, pour le coup. Parce que, ah oui, des fois on prône la paix, ça c'est important aussi. Hein. On prône la paix entre les jeunes, on leur demande d'arrêter de s'embrouiller et tout ça, mais nous, en tant qu'adultes, on sait pas le faire. Donc il faut déjà commencer par nous-mêmes, encore une fois. Je viens pas sur les phases d'intervention concrètes comme on a élaboré vis-à-vis d'eux, mais par contre, il me reste 3 minutes. Non, moi j'ai 3 minutes. 3 minutes. Juste par rapport aux institutions et à la démarche politique. Donc déjà, moi, c'était important. Entre ce qui a la continuité et la nouveauté. Donc la continuité, c'est la violence. Parce qu'on aime bien dire, ouais, les jeunes, nous avant on n'était pas comme ça, les jeunes ils sont plus fous. C'est pareil. S'il y a bien un truc qu'on a bien transmis, c'est la violence. C'est la même chose et je vous invite à écouter Kerry James, Le Ghetto français. Franchement, il écrit le texte en 96, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Pareil, important aussi sur la glorification des histoires du passé. On aime bien se vanter, ouais, moi j'ai fait ci à la gare, j'ai fait ça. C'est claqué. En fait, faut ringardiser ce qu'on a fait avant. Et moi, quand je vous le raconte, je suis fier de rien du tout. Je vous dis même pas si j'ai gagné, j'ai perdu, parce que c'est tout pourri, on s'en fout. En fait, vous voyez, donc ne pas glorifier. Même des fois, on veut se raconter. Et en fait, en se racontant, on fait l'apologie de ce qu'on a fait. Donc ça, c'est important là-dessus. Le vieux code de l'honneur éclaté au sol et tout ça, là, faut vraiment réévaluer les paramètres de respectabilité. Et pareil sur tout ce qui est la presse, les embrouilles ou même comment on filme et tout ça, faut éviter de véhiculer. On peut faire de l'information, mais on faut pas reproduire. Par exemple, quand on informe, on n'a pas besoin de dire qui a gagné, qui a perdu. On n'a pas besoin de dire il y a un blessé de telle ville ou autre. On peut rapporter les faits sans alimenter indirectement. La nouveauté, c'est les réseaux sociaux. Pourquoi ? Alors, les réseaux sociaux, ils modulent le temps, l'espace, et ils matérialisent les greffes. Alors, quand ils modulent le temps et l'espace, c'est... avant, on se faisait frapper, on rentrait. Le temps qu'on organise la riposte, le lendemain, hop, la police est venue à cadenasser, c'était un peu plus compliqué de s'organiser. Là, en fait, on se fait frapper en temps réel, c'est snappé, et derrière, ça va super vite. Donc, nous pour réagir, faut être... voilà, ça va beaucoup plus vite. Donc, pour que l'addict réagisse, c'est un peu plus compliqué. Module l'espace, pareil, ils sont connectés. Nous, avant, il n'y avait pas de téléphone. Moi, c'est ma génération de début des téléphones, mais je n'avais pas leur numéro. Hein. Enfin, je veux dire, eux, ils s'organisent des numéros, des snaps et tout ça. Et matériel les griefs, c'est que avant, ah oui, un tel a dit un truc sur toi, et on pouvait désamorcer sans perdre la face. Là, maintenant, il y a une capture d'écran où on capture des trucs, il a dit ça, tiens, je t'envoie, et là, maintenant, tu es obligé de faire. Donc, tu es obligé d'aller au plus fin, et ainsi de suite. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Le côté positif de la nouveauté, c'est que c'est un sujet qui est abordé, la preuve ici. Depuis 2019-2020, on en parle, c'est un sujet qu'on essaie de traiter, l'adulte essaie de traiter, et c'est positif. Et puis, on apporte aussi un contre-discours à la droite. Donc, on brise le tabou, on se mobilise, et c'est, encore une fois, on en est la preuve, et encore une fois, le fait que la salle est pleine, c'est ça illustre mon propos. Troisième chose, c'est qu'il y a une émergence du discours politique, c'est l'idée de s'engager et d'infléchir les politiques publiques, notamment en investissant, et je vais terminer là-dessus, sur les solutions apportées localement, les valoriser et les engager, et surtout exiger des choix politiques forts. Et les choix politiques forts, ils se traduisent par des choix budgétaires, notamment dans la prévention, dans l'éducation, dans la culture, dans le lien social. C'est là en fait qu'il faut mettre l'argent. Il ne faut pas mettre l'argent dans les caméras, dans la police, parce qu'encore une fois, moi ça me dérange. Je le dis pas par idéologie. Moi je suis un pragmatique. Techniquement, nous, la méthode qu'on a mis en place, c'est pas la police qui a réglé de fond. Et faut évaluer en fait ces politiques-là. Ça fait 30 ans qu'on dit que faut pénaliser encore plus, faut rabaisser l'âge de criminalisation, faut mettre plus de police, et à un moment donné, il faut juste qu'on s'arrête et qu'on évalue, c'est un échec. Les politiques de droite, c'est des échecs. Moi, je propose une autre alternative, et encore une fois, c'est une démarche et une méthode qui a fait ses preuves. Je ne peux pas la détailler là parce que j'ai que 15 minutes, mais bon, merci en tout cas. Bonsoir à tous. Je suis Madame Gabaté Awa, la mère de Ismaël Gablé, tué le 13 janvier 2018 à La Roquette, à Paris, pas loin de Bastille. Et je pense que la mort de mon fils a été très dramatique pour moi, parce que je ne m'attendais pas à ça. Et aujourd'hui, je suis là
pas pour parler seulement que de moi, mais je parle de toutes les mamans qui ont perdu un enfant, que ce soit à Paris, à Île-de-France ou à Marseille. Pourquoi à Marseille? Parce que nous, à Paris, on pensait que les risques étaient seulement dans les banlieues, dans les grandes villes. Et après, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on mène tous les mêmes combats, que ce soit les mamans de Marseille, les mamans de Paris, les mamans de Garges. Et on travaille ensemble énormément. Et après, moi, j'ai cherché à comprendre le mot risque. Je n'ai jamais compris ce que c'est le mot risque. Après, je suis allée dans les bandes. Et au cours d'une formation, j'ai appris que les violences interquartiers ou bien les violences existent depuis très longtemps. Et j'ai appris que dans les années 1914, il y avait les Apaches, il y avait les blousons noirs, il y avait, comment on appelle, les kangourous, il y avait les Caïra qui vient d'un mot espagnol qui veut dire la rue. Et je pense que nos enfants se retrouvent dans les Caïra, c'est parce qu'ils datent de 95 en 2022. Aujourd'hui, on est en 2024. Moi, le mot risque, comme je l'ai dit, c'est un mot institutionnel. On veut nous imposer le mot risque et on a trouvé un mot sur la mort de nos enfants. C'est ce que moi je comprends, c'est ce que ça veut dire le mot risque. Aujourd'hui, mon combat, c'est de comprendre ce qui ne va pas dans les quartiers. Parce qu'avant de parler de violence, il faut faire des diagnostics. Moi, j'ai fait des diagnostics dans nos quartiers et on s'est rendu compte qu'on n'a pas les mêmes problématiques. Chaque quartier a ses problèmes. Chaque quartier a son identité. Chaque quartier a ses facteurs de pauvreté. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que tout est lié. Le chômage, les décrochages scolaires, je pense que ça fait partie des causes des risques. Et après, on se pose des questions, pourquoi les jeunes s'entretuent. Il y a beaucoup de facteurs qui ne vont pas. Les risques aujourd'hui, il n'y a pas de saisonnalité. Ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver à tout moment, les risques. Et pendant le confinement, nous, les mamans, on s'est dit qu'on peut dormir tranquille, mais on n'a pas dormi à Paris parce qu'on était tous les soirs derrière nos enfants pour aller les chercher dans la rue. Et c'est ce combat que moi, je mène aujourd'hui avec beaucoup de familles, que ce soit les familles, comme tout à l'heure de Paris. Il y a beaucoup d'associations et de collectifs de mamans qui travaillent avec les jeunes. Nous, on s'est dit qu'il faut aller vers les jeunes. Moi, j'ai fait beaucoup de rencontres, que ce soit la grande équipe, la stratégie parisienne, les états généraux. J'ai fait les colloques à l'Assemblée. Le constat amer que j'ai fait, ça veut dire que quand les grands se retrouvent, il n'y a pas de jeunes. On se retrouve entre nous, on parle, comme on dit dans le jargon, on parle le gros français, après il n'y a rien derrière. Nous, notre combat aujourd'hui, c'est d'aller vers les jeunes, de travailler avec eux, de les comprendre, de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et moi, j'organise bientôt l'Assemblée jeunesse sur des quartiers, où je vais faire vraiment, je ne sais pas si c'est une conférence, avec des jeunes qui viendront de tous les quartiers pour qu'eux-mêmes, ils trouvent des solutions. C'est les mamans. Nous, on a nos solutions. Les institutionnels, les solutions. Mais après, il faut que les jeunes eux-mêmes, ils trouvent des solutions à leurs problématiques. Moi, j'ai essayé de prendre quelques notes. Il y a la délinquance juvénile. Il y a les 3 variables de la délinquance juvénile. Il y a le déracinement, la pauvreté absolue, la pauvreté relative, cohabitation entre riches et pauvres. Donc, le rejet fait très mal. Donc, je pense que tout ça, ça fait partie des facteurs, des causes. Et puis, les conséquences sont très graves. Les conséquences, c'est quoi? Il y a des jeunes qui ont perdu les membres. Et moi, j'ai mon fils qui a été tué. Il y a plusieurs jeunes qui sont décédés. Aujourd'hui, j'ai fait une liste hier soir où j'ai des jeunes qui sont décédés à Paris. Et j'ai la liste sous mes yeux. Il y a Magyara qui a 17 ans, Boubou 18 ans, Ismaël qui est mon fils à 15 ans, Aboubakar 13 ans, Henri 17 ans, Wali 14 ans, Johan 18 ans, Lilibel 14 ans, Toumani 14 ans, Marjorie 17 ans, Mathéo 17 ans, Georges 16 ans, Arthur 19 ans, Marjorie 17 ans, Baba 16 ans, Kendi, j'ai pas là, Tidiane Atier, Toumani à Corbeil-Essonne, Sedan à Saint-Denis et Farid à 18 ans. Pas plus tard une semaine, dans nos groupes communautaires WhatsApp, on m'a informé qu'il y a un jeune qui a été tué à Créteil. C'est pour dire combien de fois que la situation est très alarmante.
Et tout à l'heure, on me disait qu'il y a un climat de paix. Il n'y a pas de climat de paix. Même pendant les vacances, on apprend souvent qu'il y a eu des affrontations. Mais quand il n'y a pas de mort, tout va bien. C'est quand il y a la mort que les médias se retrouvent, tout le monde est là. J'ai travaillé avec une sociologue, Joël Bordet, qui me disait quand il y a un meurtre, il y a un cercle. Dans le cercle, il y a un meurtre. Après, il y a un deuxième cercle qui se crée. Les institutionnels sont là, les médias sont là, le quartier est là. Mais au fil des temps, le cercle disparaît. Il n'y a que la famille qui reste avec son deuil. Et moi, j'ai appris, je me suis dit, effectivement, ce cercle existe dans certaines familles. Parce que quand moi, j'ai perdu mon fils, j'étais bien entourée. Ma chance, j'ai été toujours bien entourée. Il y a une justice qui a été faite. Après 2 ans, je disais qu'il y a la lenteur de la justice qui pèse beaucoup sur les familles. Un enfant qui meurt, il faut attendre 7 ans. 7 ans à 8 ans avant le procès. Et quand le procès a lieu, soit le jeune a commencé à travailler, il a un CDI, donc c'est plus nécessaire pour la justice de le mettre en prison parce que ça revient cher à l'État. Et en temps, c'est la famille qui pleure toujours son fils. Il y a la lenteur de la justice. Ça ne va pas très très bien. Et puis les centres sociaux qui existaient dans nos quartiers, beaucoup ont fermé. Et souvent, les éducateurs qui sont dans nos quartiers, ils n'habitent pas dans nos quartiers. Ils ne peuvent pas comprendre nos problématiques les week-ends parce qu'ils sont partis à partir de 18h. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes, abandonnés à nos enfants, abandonnés dans la rue. Donc, c'est un problème que j'en parle souvent, qu'il nous faut des éducateurs qui habitent souvent dans nos quartiers. Et je pense que, je ne sais pas si j'ai encore du temps, et bon, je reviens un peu sur, comme j'ai fini avec les grandes actions que nous avons mises en place. L'association que je représente aujourd'hui, nous travaillons beaucoup avec les institutionnels, avec les collectifs de famille. Et on a une journée qu'on a dédiée, une journée pour la vie, et où on rassemble plus de 500 jeunes pour communier avec le sport. Et après, on leur donne le temps de faire du rap. Au moment, quand on avait écrit ce projet, on nous a dit non, le rap, qu'est-ce qu'ils vont bien nous dire? Allez-y vous faire foutre, va te faire niquer. Après, on s'est rendu compte qu'ils ont des bons messages. Et quand on les a laissés chanter, je pense qu'il y a des adultes qui ont coulé des larmes parce qu'ils ont fait des très beaux tests. Et je pense que souvent, donner l'occasion à ces jeunes de s'exprimer par le rap ou bien par le slam. Et cette journée, on l'organise chaque année. On a la 4e édition. C'est le 28 septembre à la Roquette à Paris. Et en plus de cette journée, nous, on a fait un film qu'on appelle La chaîne qui nous rassemble. C'est une chaîne qui nous rassemble autour de nos problèmes. C'est une chaîne qui nous rassemble autour de notre dignité. C'est une chaîne qui nous rassemble autour de notre pauvreté. Ce film, nous l'avons fait pendant le confinement parce qu'on allait voir les mamans dans les quartiers. Il n'y avait pas de salles pour se rassembler parce qu'il y avait le Covid. C'était juste un micro-trottoir. Mais aujourd'hui, c'est un film pour nous. C'est devenu un outil de travail pour nous, les mamans. On a donné la parole à des mamans qui ne parlent pas le français. Parce que c'est les mamans qui parlent dans leur langue. On pensait qu'ils ne savent pas trop le problème des quartiers, mais ils savent plus que nous. Elles connaissent leurs droits, elles connaissent leurs devoirs. On a eu des mamans qui ont parlé dans toutes les langues, que ce soit du Sénégal, à la Gambie, au Mali, à la Côte d'Ivoire. Et dans les pays aussi maghrébins, on a eu des mamans qui ont témoigné. Et je pense qu'il y avait la peur de parler devant le micro. Il y a des mamans qui voulaient parler voilées, on n'a pas voulu. Parce que je me suis dit que quand les enfants sortent de la maison, qu'ils vont se battre avec les cagoulés, il ne faudrait pas que nous, les mamans, on vienne aussi voiler pour parler aux enfants. Il faut parler vraiment au visage découvert. C'est ce que nous avons fait. Ce film dure 52 minutes. On a fait des capsules de 15 minutes. Moi, j'en ai fait des projections presque dans beaucoup de centres sociaux avec les jeunes. Et je pense que c'est le moment où on leur donne l'occasion de s'exprimer, de parler. Ils nous posent des questions sur nos vies, de deuil, sur la justice. Et ça marche très, très bien, cet outil. Et on a aussi fait, comment on appelle, des tables rondes sur des thématiques qui nous sont propres. Et c'est des thématiques sur, comment on appelle, mon ado m'épuise, mais je l'aime. Je pense que toutes les mères aiment leurs enfants.
Et je l'ai su comment? Parce que quand j'étais au procès de mon fils, celui qui a poignardé mon fils, à tout moment, il était accompagné de sa mère. Sa mère le protégeait. C'est pour dire combien de fois chaque mère aime son enfant. Et on a d'autres thématiques. Mon ado, ma bataille. Parfois, mon ado me fait peur. Et on a aussi fait des tables rondes autour des risques à l'adolescence, autour des apprentissages et l'orientation. Et tout dernièrement, on a fait aussi une marche citoyenne. Parce que moi, je me suis dit que chaque fois qu'on se retrouvait, les mamans, les médias, c'est quand il y a un décès d'un enfant. On fait tout de suite une marche, comment on l'appelle, marche blanche, et une marche jaune. On est devant la foule, on est filmé, on passe devant toutes les télés. Il y a BFM est là, toutes les télés sont là pour savoir ce qui s'est réellement passé. Mais après, on ne voit personne. Et nous, les mamans, on s'est dit, bon, on va faire une marche citoyenne, une marche préventive. Et c'est ce qu'on a fait le 1er juin. Je profite de mon micro pour dire merci à Éric Coquerel. Chaque fois qu'on le sollicite pour venir dans nos quartiers, il vient. Et je lui dis vraiment merci devant l'assistance aujourd'hui. Et ce jour, il y avait la marche pour Clément, il y avait Gaza. Mais le peu de monde qu'on pouvait avoir, on s'est exprimé à la place de la République. On a demandé à la préfecture cette place, parce que moi, je viens de la vieille école. Je sais que toutes les grandes révolutions, c'est Bastille et puis République. On s'est dit qu'on va aller se faire entendre aussi, nous les mamans. Il y a des mamans qui sont jamais sorties du métro, mais je pense qu'elles ont pu s'exprimer ce jour. C'était pas une marche, c'était pas aussi une jouissance pour les mamans, mais c'était pour nous faire entendre. Et je profite aussi pour dire merci à ces mamans qui sont venues de Marseille, qui sont venus nous soutenir à Paris. C'est pour dire que le réseau, c'est pas seulement Paris, c'est partout. Et avec ces mamans, on a pleuré ensemble. Parce que moi, j'ai dit que j'ai pleuré mon fils à la Roquette. J'ai essuyé le sang de mon fils à la Roquette. Et ces mamans disaient que oui, nous, on a ramassé les cervelles et essuyé le sang de nos enfants à Marseille. Et on a le même combat. Il n'y a pas à dire que non, c'est les risques, c'est les violences, ou bien c'est les stupéfiants. Une mère qui perd un enfant, c'est un combat qui commence. Et je ne sais pas si je dois m'arrêter sur ce. Et je vous remercie d'être venus si nombreux. Et je remercie la France Insoumise de m'avoir invité, surtout Django. On s'était retrouvés à Épinay. J'ai été invitée pour parler du même problème. Merci que je sois parmi vous aujourd'hui. Parce qu'à l'Assemblée, j'ai été invitée, quand il y avait le colloque sur les violences, j'ai été invitée par Rachel Keke avec des jeunes qui ont dit oui, c'est la première fois qu'on sort de nos quartiers pour venir à l'Assemblée. J'ai entendu un jeune dire, quand j'ai dit à ma mère que je partais à un événement, et quand j'ai dit à l'Assemblée, la mère a sauté de joie, parce que pour la première fois, son fils va à l'Assemblée. Et moi aussi, je suis très heureuse de venir à Valence aujourd'hui. Et je regarde tout le monde. Je suis très contente. J'ai mon deuil qui m'attend. Et je pense que c'est une force pour moi de vous voir aujourd'hui tous. Et une force pour moi de voir sourire les organisateurs qui sont allés me chercher à la gare. J'ai vu toute une organisation autour de cet événement. Et je n'ai pas de mots. Comme on le dit souvent, n'ayez pas peur de nos enfants. Un adage africain dit, quand on mange le poisson, on n'a pas peur de sa tête. Et oui, moi, je n'ai pas peur de nos enfants. La tête, on la mangera ensemble. Plus loin, on va seul, on va plus loin. Ensemble, on va très loin. Mais il faut savoir avec qui aller. Je m'arrête là. Merci Awa pour cette intervention importante et pour la force que tu donnes. Je passe la parole à Django. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Django Traoré, militante France Insoumise, mais plus particulièrement dans les quartiers. J'habite à Saint-Denis, exactement dans le quartier Franc-Moisin,
un des plus grands quartiers de Saint-Denis. Nous, début janvier, on a eu 2 décès. 2 décès très brutaux. On ne s'y attendait pas. Sedan, 16 ans, mort sur le quai du métro d'un coup de couteau. Et Farid qui allait passer son bac blanc, qui est mort devant son lycée. Qui est mort à coups de marteau 2 jours après. Il faut dire que ce qui s'est passé, ça a choqué la ville de Saint-Denis. Ça a tellement choqué la ville de Saint-Denis que le maire, la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est de mettre un couvre-feu. Voilà ce qu'il a trouvé à faire. Donc on est toujours sur taper sur les gens au lieu de trouver des solutions. Pour en rester sur la ville et sur la politique municipale qui a été mise en place, je vous parle du centre-ville parce que ces 2 événements se sont passés au centre-ville. Mais il faut dire qu'au centre-ville, la municipalité aussi a joué un jeu très fort. C'est que la restriction budgétaire est passée par là. Quand on dit jeunesse pour certaines villes, c'est budget 0. Le centre-ville, on a retiré l'antenne jeunesse qui s'appelle la maison des jeunes, la maison du bien grandir. Ça, c'est la première chose. Donc sans antenne jeunesse, pas de repère pour ces jeunes qui restent après l'école dehors. Et encore, si Parcoursup n'est pas passé par là, ils sont dehors. Deuxième chose qu'il a retiré, les médiateurs de nuit. Ceux qui ont eu un rôle social, éducatif, sportif et culturel. On les a retirés sous le coup de la restriction budgétaire. Alors je peux vous dire que quand je parle avec les nerfs, même si j'ai le micro dans les mains. Un dégoût total. Donc, quelque part, ces 2 décès, on peut dire qu'il y a une base qui a contribué. Il y a un terreau qui a contribué à ça. Ces 2 jeunes qui sont morts, ça a été très difficile pour les 2 mamans. Très difficile. Parce que 2 morts en une journée, là, on a tous les plateaux télé, les BFM, les CNews, les CMerd, les tout. Ils sont tous là, ce jour-là. Mais quand on demande de l'aide, de l'aide pour l'éducation nationale, pour retirer Parcoursup, pour donner les moyens aux associations, là, il n'y a plus personne. Je vais vous faire part de mon enjeu, ce qui s'est passé dans mon quartier. Nous, quand on a vu les 2 morts, on s'est dit on ne va pas rester comme ça. Chacun connaît son lieu d'habitation et chacun connaît son entourage. Mon quartier, le Franc-1, est en guerre avec le quartier de La Plaine. Et même le jour du couvre-feu, ils se sont quand même battus. À partir de là, j'ai dit avec les mamans du quartier, il faut qu'on fasse quelque chose, sinon il y aura un 3e mort, soit au Franc-1 ou soit à La Plaine, et c'est plus possible. On a fait une réunion, mais moi, cette réunion-là, je ne voulais pas que les jeunes. Je ne voulais pas les meneurs. Moi, je voulais les parents, les harceleurs, les harcelés et ceux qui ne font rien, qui sont des têtes pensantes, des intelligents. Je les voulais tous autour de la table ce jour-là. Parce que quand tu es adolescent, tu peux mourir à tout moment parce que tu viens du mauvais quartier et tu es au mauvais endroit. Donc même les têtes pensantes, qui ont 16 ans, je les voulais ce jour-là à l'antenne jeunesse du Franc-1. Ça a été fait. Ça a été fait ce jour-là. Et ce jour-là, j'en ai été tellement choquée que l'antenne jeunesse du Franc-1, il n'y avait plus de place, qu'on était obligé d'ouvrir les fenêtres pour que les gens y suivent dehors. Nous, ce qu'on a demandé, c'était clair. Vous voulez mourir? Tuez-vous là. Nous, on vous regarde. La vie ne tient qu'à un fil. Tu meurs, tu ne reviens plus. Il n'y a pas d'aller-retour. Hein. Tu meurs, tu ne reviens plus. On leur a demandé c'est quoi les embrouilles? Ils sont incapables de dire. C'est juste parce que je viens de tel quartier, je défends mon quartier, je m'aime. Non, lui, il s'est fait taper, je vais aller le défendre. Ouais, mais un coup de mal placé, tu peux mourir et tu ne reviens plus. Hein. Ce n'est pas un jeu, la mort. Et lors de cette réunion-là avec les mamans, et je remercie tous les acteurs qui étaient là, Almami, Assa,
Le maire, le banlieusard. Le banlieusard, c'est pas notre maire de Saguenay exactement, mais c'est un petit jeune de la Plaine qui a fait l'effort de venir avec les gens de la Plaine. On a demandé tout ce qui soit volé soit rendu, même les bonnets. Et on a réussi. Hein. Tout ce qui a été volé a été rendu. Moi, aujourd'hui, j'en veux aux politiques. J'en veux aux politiques municipales. Si tu veux que ta jeunesse, elle s'en sorte, tu mets les moyens. Tu mets les moyens, c'est clair. Tu ne fais pas de restrictions budgétaires. Tu ne fais pas ça. Tu as des médiateurs de nuit qui étaient là, qui ont réussi à désamorcer des embrouilles toutes bêtes. Maintenant, il faut faire des économies. Des économies, pourquoi? Ah ben non, il faut faire des économies. En gros, débrouillez-vous. Donc au final, on se retrouve, nous, parents, éducateurs. Éducateurs. On a nommé dans les deux quartiers, que ce soit Franc-1 et La Plaine, un sorte de rapporteur. C'est-à-dire quand ça commence à monter un petit peu haut, son but à lui, et il a un but. On lui a bien précisé, tu as un but. De venir nous voir quand ça commence à chauffer. C'est ça son rôle à lui. Est-ce que vraiment c'est le rôle d'une personne de 23 ans de faire ça? Non. Non. C'est pour ça que je vous dis, les politiques qui a été mise en place par ces municipalités-là, municipalités PS, et je le dis bien, socialistes, qui se dit proche du peuple. Je ne peux pas dire que je leur en veux parce que c'est eux qui sont à la base de ça. Parce que j'ai envie de dire des mots, mais je ne peux pas le dire parce qu'il y a la caméra. Je ne dis pas. Mais je leur en veux. Je leur en veux énormément. Parce qu'une mère qui perd son enfant, c'est dramatique. La mère de Sedan qui va travailler, qui prend la ligne 13 tous les jours, elle marche sur le corps de son fils qui est tombé sur le métro de la ligne 13. Son frère aussi, qui voudrait perdre son enfant. On parle de l'éducation nationale, on a Parcoursup. Parcoursup qu'on n'a rien à foutre lui. Hein. Il passe, il casse, allez hop, traînez dehors, on s'en fout. Lors des RNQP, des rencontres nationales des quartiers populaires, quand on a abordé cette thématique, il y a eu des mesures. Mais il y en a une spécifiquement qui est sortie pour les RICS, les violences interquartiers. C'était développer le rôle des associations, des parents et des médiateurs. Vous vous rendez compte, on est arrivé à un stade où on demande plus des médiateurs. Or que ça devrait être partout. Ça devrait être partout normalement. Voilà la mesure qui a été faite pour les RICS. On veut juste des médiateurs. On veut donner les moyens aux associations pour qu'ils fassent leur travail correctement dans les quartiers. Donner aussi les moyens aux antennes jeunesse qui sont là, où leur budget aussi diminue de jour en jour. Et réouvrir les antennes jeunesse qui sont fermées. Celles du centre-ville, elles ne devraient pas être fermées. Elles devraient être ouvertes. La maison du bien grandir, on parle. Elle est fermée et c'est là où il y a plus de jeunes, c'est au centre-ville. Voilà pourquoi je parle avec colère et avec haine. C'est pas contre vous, hein. C'est contre les politiques qui ont été mises en place. Parce que moi, dans ma ville, 2 jeunes qui sont morts le même jour, ça reste gravé dans la tête. Ça reste gravé dans la tête. Et depuis la réunification Franc-1 et La Plaine, je peux vous dire, les 2 personnes qui sont décédées, pour l'instant, je touche du bois. Bon, là, il n'y a pas de bois, mais je vais toucher la tête. Il n'y a pas eu de RICS. Pour l'instant, il n'y a plus de violence interquartier. Parce que nous avons pris le choix de ne pas attendre la politique municipale, mais de dire c'est maintenant qu'on doit prendre les choses et c'est maintenant qu'on doit calmer les choses. Toutes les personnes qui sont là, vous avez tous un rôle à jouer dans ça.
je vais vous demander peut-être une petite faveur. Je ne sais pas s'il y a des instits ici, s'il y a des animateurs, ou je ne sais pas s'il y en a qui travaillent pour la ville. Demandez à regarder le budget de vos villes. Le budget ne doit pas être à zéro pour la jeunesse. Il ne doit pas être en baisse pour la jeunesse. Il doit être pour la jeunesse. C'est eux qu'on doit armer, consolider, et c'est eux notre futur. Regardez vos conseils, le conseil municipal. Très important parce qu'il y a souvent des choses dingues qui se disent à l'intérieur. Je vais en rester là et passer la parole à Ali Djoura. Merci de m'avoir écouté. Bonjour à tous. C'est un peu difficile de passer après ces 3 interventions. Avant de commencer, moi je ne connaissais pas Madame Diabaté. Voilà, je tiens à ce qu'on l'applaudisse. Parce que sans son témoignage, voilà, c'est quand même quelque chose de très fort. C'est une maman qui a été touchée dans sa chair, endeuillée par ce phénomène qu'on peut appeler RIX, embrouille interquartier, intercité, interville, interra. Mais voilà, c'est quelque chose de fort. Donc bravo à elle de continuer le combat. Elle l'a dit elle-même, c'est un combat qui commence. Bravo à elle. Et avec ces mots, je repense aux mots d'une maman qui... lors d'un procès, celui de la mort de mon neveu à la cour d'assises de Bobigny, disait, elle l'a dit en soninké, donc je ne vais pas vous le dire en soninké, mais elle disait que si on lui avait dit un jour que Omar, son fils, aurait tué Banta, mon neveu, elle l'aurait tué dans son propre ventre. Pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Les RICS, les phénomènes de violence interquartier, intercité, et je dis bien interquartier, intercité parce que parfois on habite dans une ville, il y a un découpage administratif de cette ville, mais localement on ne le vit pas comme ça. C'est-à-dire que le quartier qui est juste à côté, pour nous on a l'impression d'être dans une autre ville. Et pour eux c'est la même chose. C'est ce qui crée aussi et qui alimente parfois la violence entre les quartiers. Django tout à l'heure a évoqué un terme, notamment en parlant du quartier de la Plaine et des Francs-Moisins. On pourrait même parler des 4000 et des Francs-Moisins parce que nous deux, on est en guerre. Voilà, mais elle ne le sait pas. Mais on est en guerre à la base. Donc, elle a parlé de réunification. Et dans nos quartiers, c'est un peu comme Koh Lanta, mais sauf que c'est beaucoup plus violent. Et on parle de réunification. Pourquoi ? Vous connaissez tous Koh Lanta quand même. Voilà. Donc, de réunification. Parce que dans nos quartiers, et Adèle le disait également, il parlait de respectabilité, on se doit d'avoir ce totem d'immunité. On se doit d'avoir ce totem d'immunité quand on traverse le quartier, quand on prend le tram pour aller d'un quartier à l'autre, traverse telle ou telle cité, on se doit d'avoir ce totem d'immunité. Et moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, moi, je suis né chez moi à la cité des 4000 à la Courneuve, et j'allais souvent en vacances en prenant le 150 à Stein ou au Bosquet, à Clichy-sous-Bois, Montfermeil, etc. Et à chaque fois que j'arrivais dans une autre ville, dans un autre quartier, chez mes cousins, etc., en vacances, on me demandait je venais d'où. Tout le temps, quand on va dans un autre quartier, on nous demande d'où on vient. Et je disais, je viens des 4000. Et là, directement, il y avait cette respectabilité qui se mettait en place. Ah, il vient des 4000. Et pourtant, je n'étais pas quelqu'un de particulièrement violent. Bon, j'avais une bande quand même qui s'appelait les Mamadou Force. Et on était relous. On était relous, mais on ne s'adonnait pas à la violence que l'on connaît aujourd'hui et qu'on voit se développer un peu partout dans nos quartiers. Mais nos quartiers sont des lieux avant tout de socialisation. Et cette violence qui s'exprime, c'est une violence aussi de classe sociale. Marx disait, et quand je le dis, on me dit « ouais, mais de quoi tu parles ?» Mais Marx disait l'histoire de toute société est l'histoire de la lutte des classes. Et bien on y est en fait dans ces phénomènes aussi de socialisation et aussi de violence qui s'expriment exacerbées dans nos quartiers populaires et qui sont aussi le reflet très clairement d'un establishment local qui a été aussi orchestré, organisé, fomenté, alimenté
par le politique. Et ça, c'est aussi des réalités. Je lisais un passage du nouveau livre de Faiz Agen, pas plus tard qu'hier, qui disait et qui reprochait finalement ces sorties à la mer. Ces sorties à la mer auxquelles on nous a habitués fut un temps, mais qui nous ont laissé quand même dans cet océan d'ignorance dans nos villes populaires, dans l'ancien bastion rouge communiste des villes de Seine-Saint-Denis. Et Django l'a évoqué avec le maire de Saint-Denis. Le maire de Saint-Denis, la responsabilité du politique, elle est énorme dans ce qui se passe dans nos quartiers. Elle est vraiment énorme. Ce qui s'est passé, parce qu'en fait, moi, j'ai pas envie de croire, en tout cas, je n'y crois pas, que le phénomène des affrontements interquartiers, intercités, intervilles et tout ce qu'on veut, il est exclusif à ce type de violence-là. Moi, je pense que c'est l'expression d'une des violences globales qui s'exprime dans nos quartiers et qui est liée en grande partie à l'effritement, la suppression notamment de nos services publics de proximité, notamment du retrait d'un certain nombre de financements, notamment de l'orientation des budgets qui sont alloués, je pense notamment à la politique de la ville, où on nous dit, nous dans nos quartiers qui sommes experts de ces quartiers, il faut que vous fassiez tel ou tel projet pour être financé, entrer dans telle ou telle case, alors que le sujet n'est pas forcément un sujet de culture ou d'aller dans tel ou tel séjour de vacances, mais plutôt un sujet lié à du développement de l'esprit critique, à de la découverte de d'autres sports, de d'autres disciplines, au financement d'un certain nombre d'écoles, notamment pour nos jeunes qui ont envie de faire de grandes écoles, à la rencontre, à la découverte de métiers, à des discussions, etc. Et aujourd'hui, en fait, on nous cloisonne dans des prisons un peu à ciel ouvert dans nos quartiers. Et moi, je pense notamment à beaucoup de décès qu'on a eu dans nos quartiers. Je pense particulièrement à celui de Fossary à Aubervilliers en 2015, qui a été tué par des gamins qu'on accompagnait nous-mêmes dans notre association et qui ne l'ont absolument pas loupé, si je peux me permettre. Et voilà, qui a conduit par la suite à des arrestations, à des peines de prison assez importantes, mais qui ne réparent pas finalement la peine qu'ont enduré ces familles. En tout cas, on espère que ces jeunes-là réfléchiront et en tout cas prendront le temps de réfléchir sur ce qu'ils ont pu faire. Mais j'ai envie de dire qu'aussi, ils sont aussi victimes d'un système et d'une société. Et ça, il ne faut pas l'occulter. Et souvent, dans les médias, on nous dit que... on nous parle de faits divers. Non, ce n'est pas un fait divers. C'est des faits complètement structurels qui datent d'il y a très 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 longtemps, qui ont été encore une fois organisés, orchestrés, alimentés, financés. La mort de Naël nous rappelle beaucoup de choses. Il ne faut pas croire que ce n'est pas lié. C'est lié à ça. La mort de Aloucenou Camara, pareil, et ainsi de suite. Moi, je n'ai pas envie de mettre ce phénomène de RICS, l'extraire du phénomène des violences policières, l'extraire du phénomène de telle ou telle violence, et ainsi de suite. Les violences institutionnelles, elles sont globales et elles touchent tout le monde, et particulièrement dans nos quartiers populaires, et particulièrement les personnes issues et les enfants issus de l'immigration. Ça aussi, il faut savoir le dire et l'entendre pour pouvoir le combattre. Tout à l'heure sur la scène, je disais que ce qui m'a amené également à m'engager dans cette bataille des élections législatives, ça a été un discours qui a été celui notamment que j'ai eu un échange avec Manuel Bompard, où je lui disais qu'il était pour moi indispensable de mettre au cœur des politiques et du projet politique de la France insoumise, pour que moi je puisse aussi, d'une certaine manière, aussi l'incarner, la lutte antiraciste. C'est indispensable. C'est indispensable et c'est la mère de beaucoup de batailles, si ce n'est l'essentiel des batailles. Et il m'a dit, on y va. Alors, oui, je suis plutôt honoré d'être invité, d'être présent aux amphis. Mais voilà, je crois que les politiques, et ce que faisaient, il fut un temps, un peu, on ne va pas cracher dans la soupe, bien qu'elle soit parfois un peu amère,
fut un temps, le Parti communiste dans nos villes, c'était ce qu'on appelait de l'éducation populaire. Et on ne l'a plus aujourd'hui. On ne l'a plus, et c'est un problème. Et c'est là où j'en appelle aux militantes et aux militants de la France Insoumise et de Navarre qu'il faut reprendre ce travail d'éducation populaire dans nos quartiers, ce travail de vulgarisation politique dans nos quartiers, ce travail de vulgarisation citoyenne dans nos quartiers, pour que tout le monde s'empare au-delà des scrutins, et je ne parle pas que des scrutins électoraux traditionnels qui amènent à occuper des fonctions d'élus, mais également des scrutins de représentants de parents d'élèves, de représentants syndicaux, de bailleurs sociaux et ainsi de suite. Il faut que l'on s'empare de tous les scrutins pour faire entendre notre voix. Il faut qu'on s'organise comme ça pour faire entendre notre voix. Et c'est le seul moyen pour faire flancher le politique, pour éviter qu'il nous ponde des mesures et des projets comme le choc des savoirs qui va, je l'espère en tout cas, si on est à la tête du gouvernement, on y mettra fin. Mais si ce n'est pas le cas, il va falloir encore une fois se mobiliser contre ces choses-là. Il va falloir se mobiliser toujours contre la réforme des retraites parce qu'on ne meurt pas en Seine-Saint-Denis comme on meurt dans l'Ardèche. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité, il faut l'entendre. On est plus mort en Seine-Saint-Denis lors de la crise du Covid qu'ailleurs. On est plus mort dans les dom-toms lors de la crise du Covid qu'ailleurs, et ainsi de suite. Les personnes victimes de pathologies, de comorbidité, comment on appelle, d'ALD, de prise en charge, d'infections longue durée, et ainsi de suite, elles sont beaucoup plus importantes en Seine-Saint-Denis. Ce n'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais généralement, les lieux d'habitation, les lieux sociologiquement peuplés de personnes, notamment issues de l'immigration, touchées par la précarité, la ghettoisation, la pauvreté et tous les mots en iste, sont les lieux les plus difficiles et sont les lieux qui donnent lieu à ce type d'expression de la violence. Et voilà, moi, j'ai jamais entendu dans le Loir-et-Cher de Rix. Je ne l'ai pas entendu, ça peut exister. Mais chez nous, c'est structurel, c'est-à-dire que ça vient pour un rien. Django le disait tout à l'heure, quand vous les mettez autour de la table et vous leur dites « Pourquoi vous vous battez ?» Ils disent « Ça enfle !» D'accord, mais quoi encore ? Vas-y. Et ça s'arrête là. Tu sais pas pourquoi tu te bats contre lui. Et les parents aussi, il faut qu'ils apprennent à se connaître. En fait, l'ignorance, la méconnaissance de l'autre. Nos parents, ils vivent dans les mêmes quartiers depuis 30, 40, 50 ans. Ils fréquentent les mêmes lieux de socialisation, de sociabilité, la boulangerie, la pharmacie, le G20 et ainsi de suite. Ils font la queue, ils ne se connaissent, mais ils ne savent même pas que leurs enfants sont meilleurs amis. C'est parfois ça aussi. Et moi, j'ai envie de croire, très sincèrement, parce que j'ai noté beaucoup de choses dans ce qui a été dit, c'est que pas plus tard qu'hier, j'ai visité la prison, le centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis, qui est à Villepinte, où on a une surpopulation carcérale. Là aussi, il y a une certaine forme de violence, où vous avez en octobre 2023 4 jeunes mineurs dans le quartier des mineurs qui ont tenté de mettre fin à leur jour, dont un qui est décédé. Et quand je suis entré dans la cellule, avant d'y arriver, le directeur disait venez, on va lui montrer une cellule propre à monsieur le député. Et je lui ai dit mais votre discours est vraiment indigne en fait. Non mais en fait c'est la cellule parce qu'on a préparé pour que vous voyez. Non en fait, mais vous connaissez un peu la prison de Villepinte. Je dis mais comment ça si je connais la prison de Villepinte ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, tout à l'heure, je disais que l'histoire de toute société est l'histoire de la lutte des classes. Bon, c'est pas mon propos, c'est celui de Marx. Mais on y est aujourd'hui parce que c'est une question de conscience en soi, conscience pour soi, conscience de classe. Fut un temps, nos parents avaient cette conscience-là, le monde ouvrier et ainsi de suite. Et aujourd'hui, dans nos quartiers, je parlais du totem d'immunité. On a pour objectif, et Adèle le disait très bien tout à l'heure, d'être reconnu, on a ce besoin de reconnaissance et c'est ce qu'on retrouve chez beaucoup nombre de jeunes forts de leur insouciance. Et c'est pourquoi il est très 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 important de leur montrer d'autres voies, d'autres possibilités de sortir de ce marasme auquel on veut les placer et les laisser dedans. Moi, je crois vraiment beaucoup au rôle notamment des parents sans pour autant leur dire « vous êtes responsables ». Non, 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 non. Les parents sont aussi victimes du système qui a été mis en place. Les parents chez nous sont beaucoup plus méritants, j'ai envie de dire, face à tout ce qu'ils prennent dans la gueule qu'ailleurs. Moi, je suis issu d'une famille de 12 enfants.
ça n'a pas été toujours facile. Mais voilà, on a toujours eu nos parents derrière nous, etc. Mais il y a eu d'autres phénomènes qui se sont passés, des phénomènes que des personnes ne... Voilà, on ne peut pas forcément comprendre quand on ne vient pas forcément toujours des quartiers. Mais si on les analyse, par exemple, je vais prendre dans les personnes d'Afrique subsaharienne qui vivent dans les quartiers populaires, et j'en terminerai là. Nous, on a été confrontés, par exemple, au départ, par la suite, une fois arrivés à la retraite, de nos parents et de nos papas. Ils sont partis à la retraite. Une fois que nos papas sont partis à la retraite, généralement, nos mamans étaient plus jeunes. Et elles ont décidé de rester. Mais avant, nos mamans ne travaillaient pas forcément. C'est elles qui pourvoyaient à notre éducation. Elles restaient dans les maisons, etc. Mais une fois à la retraite, au moment de l'adolescence, eh ben, elles ont dû aller travailler pour continuer. Et finalement, beaucoup d'enfants, beaucoup de mes petits frères et sœurs se sont retrouvés tout seuls. Et les services jeunesse, les services, etc., n'étaient pas en mesure d'assumer et d'assurer cette transition-là. Vous voyez ? Et ça, c'est des phénomènes auxquels on ne tient pas. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire que la situation des affrontements et de la violence qui s'exprime, quelle qu'elle soit dans nos quartiers, et particulièrement la violence qui touche les jeunes, les adolescents et ainsi de suite, c'est une violence qui est multifactorielle, mais qui a été, à mon sens, à partir du moment où on ne met pas les moyens d'y remédier, qui a été quand même pensée, repensée, organisée, orchestrée, alimentée, nourrie par un certain nombre de politiques. Oui, il est très facile de dire « oui, c'est pas moi en tant que maire qui a mis l'arme dans les mains de telle ou telle personne ». Oui, mais vous avez créé les conditions pour que ce gamin-là se retrouve un jour armé et ne fasse pas un autre choix que celui-là. Fort heureusement, comme on dit, quand un arbre tombe, cela fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et fort heureusement, ces phénomènes de violence restent marginaux, quand bien même ils ont un effet dévastateur dans le moral et dans l'atmosphère ambiante d'un quartier, puisque ça suit de génération en génération. Cela étant dit, j'ai envie de croire à deux citations, et j'en terminerai là, celle de Victor Hugo qui disait construisez des écoles et vous fermerez des prisons, et celle de Mandela qui disait également, et je prends ces deux personnes-là parce que c'est des fresques que j'ai vues hier à la prison de Villepinte qui étaient affichées, qui ont été réalisées par un certain nombre de détenus, et celle de Mandela qui disait si vous pensez que l'éducation coûte très cher, essayez trop cher, essayez l'ignorance. Et j'en terminerai là. Et juste une dernière chose, excuse-moi, parce que tu viens devant moi à côté. Là. Voilà. Voilà, juste une dernière chose. Mais tout à l'heure, je parlais du politique et de sa responsabilité. Sa responsabilité dans ces situations-là, dans la prolifération de certaines violences dans nos quartiers. Je vous invite, encore une fois, et Django l'a dit, renseignez-vous, allez à leur rencontre, posez-leur des questions, interpellez-les, interpellez-nous, interpellez-moi. N'hésitez pas à venir nous faire chier tous les jours, chaque jour, jour et nuit. On a décidé de prendre les responsabilités, assumons-les, créons les conditions pour éviter que ces phénomènes se reproduisent. J'en terminerai juste avec une citation, je l'ai répétée fut un temps. Il faut montrer aux politiques, il faut leur exprimer que, c'est Ouria Boutelja, je crois, qui disait ça, que le vote, notamment des quartiers populaires, n'est pas acquis. Il n'est pas acquis. Il n'est pas acquis à la gauche. Il n'est pas acquis à la gauche. Jean-Luc Mélenchon nous a permis de rester encore en mode bataille. Mais le vieux est vieux. Non, mais c'est pas insultant ce que je dis. Ça veut dire qu'à un moment donné, il l'a dit, faites mieux. Il l'a dit lui-même. Donc, il nous invite justement à nous organiser, à créer les conditions pour aller nous battre ensemble collectivement. Et pour cela, il est impératif et indispensable de rester très clairement engagé dans l'établissement ou le rétablissement, non, l'établissement d'une gauche de rupture. Rien d'autre. Rien d'autre. Merci.
Juste un petit message, juste pour vous dire qu'il y a eu une rixe il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, il y a eu une rixe et c'est un jeune qui s'appelle Amadou Ba qui est décédé. Il y a une personne qui m'a informé ça tout à l'heure. C'est bon. Donc voilà, pour vous dire que ça continue et qu'il faut mener la bataille et continuer à se mobiliser. Alors merci à vous quatre, vous cinq même, pour la présentation de cette conférence. Moi je m'appelle Amadi, j'habite dans le 19e arrondissement à Paris. On se connaît assez bien avec Django, je fais partie de plusieurs associations. Je suis à la France Insoumise depuis 2017. Je suis dans des associations de soutien à la Palestine, des associations caritatives. J'aurais une question vraiment pour toi Ali, puisque tu es nouveau en tout cas dans la députation. Et ton intervention m'a beaucoup parlé. Et quand tu parles d'éducation populaire, je pense effectivement que c'est une chose essentielle. Tout le côté préventif et l'éducation populaire qu'on doit mener dans les quartiers, et pas seulement dans les quartiers d'ailleurs, parce que Dieu sait qu'il y a besoin d'en faire un petit peu partout de l'éducation populaire, y compris sur le milieu du travail par exemple, même si c'est un autre sujet. En fait, je te prends à partie immédiatement. Moi, je suis à la France Insoumise depuis 2017. Et j'aimerais que tu sois justement cette voix, ce porte-parole au sein de l'organigramme de la France Insoumise, justement pour que les GA puissent s'organiser localement pour la faire, cette éducation populaire. L'outil qu'on nous a laissé à notre disposition il y a quelques temps, ça s'appelait les cafés populaires. D'ailleurs, ça n'a pas fait beaucoup d'émulation en fait. Et on nous fournissait des intervenants de la Boétie systématiquement et des thèmes préchoisis. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc moi, j'aimerais que tu puisses être ce porte-parole des quartiers, des militants de terrain, des acteurs de terrain, qui viennent des quartiers populaires ou pas. Mais nous, on a de l'expertise de terrain, on a de l'expertise militante de terrain, et on est connecté avec des gens qui sont directement à même de faire de l'éducation populaire. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait un petit peu plus d'horizontalité à l'AFI pour que les GA, localement, puissent s'organiser, même en s'organisant entre GA, pourquoi pas à plusieurs, sur des secteurs un petit peu plus larges, pour faire de l'éducation populaire. Et pour l'instant, ça manque. On a les livrets, c'est une chose, mais pour l'instant, ça manque. Et en parlant de programmes politiques, tu as insisté sur le fait que les jeunes issus de l'immigration sont plus touchés par ces phénomènes de risque, etc., à juste titre. Et à mon sens, moi qui suis là depuis 2017, je suis encore militant France Insoumise, hein, donc c'est que je crois beaucoup à la valeur de ce mouvement, mais il faut savoir aussi être critique. On a 40 livrets, il n'y en a pas un seul sur la question de la décolonialité et de la décolonisation. Voilà. Donc ça pourrait être quand même une piste à explorer, parce qu'il faut quand même savoir d'où est issue la BAC. Hein, pour ceux qui connaissent l'histoire, la BAC, elle vient directement de ce qui se passait en Algérie française. Donc, à mon sens, il y a un nouveau livret à créer sur la décolonisation, les questions de décolonialité, puisque la question de colonialité est encore très présente. Donc voilà, je compte sur toi pour être le relais de ces deux versants de ce que j'étale sur la table aujourd'hui. Merci. Je vais prendre un homme, une fille. Bonjour, donc moi je suis Chérifa, je suis CPE à Aulnay-sous-Bois. Cette année, on a eu des gros soucis de rixe aussi entre quartiers qui datent de dizaines d'années et on ne sait pas trop pourquoi elles ont commencé. Et le problème surtout, c'est qu'en fait, nous, on a alerté depuis très longtemps nos directions et aussi la politique municipale. Et le problème, c'est que les incidents ont été pris très peu au sérieux et on a souvent disqualifié ces incidents comme juste des incidents entre jeunes. Et comme ça ne se passait pas au sein de nos écoles, on n'avait pas besoin de nous en occuper, sauf que nous, on était directement... ça découlait dans nos écoles forcément parce que la violence ne s'arrête pas à la porte de l'école. Et donc, du coup, vous parliez du fait que qu'on prend beaucoup plus au sérieux ces rixes, et les divergences interquartiers, mais je ne suis pas sûre que ce soit partout pareil, parce que moi, je n'ai pas l'impression qu'on les prenne au sérieux dans certaines mairies, notamment la mairie d'Aulnay-sous-Bois, qui est une mairie de droite. Et du coup, c'est des problématiques. Et je reviens exactement à ce que vous disiez tout à l'heure. On a fermé tous les centres sociaux, on a coupé les subventions à certaines associations. Et du coup, on se retrouve avec une jeunesse qui n'a plus rien à faire en fait, dans les quartiers et qui se retrouve juste à s'occuper en se battant entre eux et en trouvant des prétextes. T'as oublié de rajouter que le maire d'Aulnay, c'est un ancien flic. Hein. Est-ce que vous voulez répondre déjà à ces deux questions? Et ensuite, on prendra deux dernières questions. Un garçon, une fille. Alors là, j'ai une fille et un garçon.
Voilà. Tu fais les deux, ça marche pas. C'est une intervention. Ok. On les prend toutes. J'en prends encore 2 et vous répondez ensuite à tout. Ok. Alors là, c'était une fille, donc vas-y. Je te donne à toi. Et après... Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour vos interventions de qualité. Je voulais juste faire un petit point et appuyer sur un petit point. Donc après Chérifa, CPE d'Aulnay, Mehdi, enseignant à Aulnay. Merci Chérifa pour ton intervention également, parce que je valide à 100%. Et tout est une question de choix politique. Comme tu disais un peu, Adel Amara, c'est bien d'avoir des caméras, de la police. Ce ne sont absolument pas des solutions. On prend l'exemple d'Aulnay-sous-Bois avec un maire de droite, ascendant extrême droite, qui, en quelques années, on est passé de 30 policiers à quasiment 100 policiers municipaux. Hein. C'est une fonction régalienne, la sécurité, initialement. Des caméras, on est passé d'une 50aine à 500 caméras. 500 caméras. Mais là n'est pas le sujet. En tout cas, oui, en effet, il faut des moyens, et il faut des moyens particulièrement... Chérifa parlait de l'éducation. Moi, en tant qu'enseignant, on a subi également dans un lycée qui n'est pas très loin du lycée de Chérifa énormément d'embrouilles entre quartiers, avec 2 bagarres générales et un jeune qui s'est fait planter à l'intérieur du lycée. Donc en réalité, ces problèmes interquartiers sont transférés après dans les établissements scolaires. Des fois même dans le secondaire, dans le premier degré, mais également dans le secondaire, dans le collège et le lycée. Et je pense, et j'en suis même certain, qu'il y a un manque de formation à la fois pour les enseignants, bien évidemment. Je suis issu de quartiers populaires, j'ai des associations, etc. J'œuvre, mais des fois je suis dépassé. Parce qu'on manque de formation à la fois pour les enseignants et pour les personnels de direction, que ce soit les CPE, les AED, les proviseurs, les principales, etc. Pour la petite histoire, cette année, au mois de septembre, on a eu énormément de problématiques. Je suis parti voir mon chef d'établissement. C'est pas le grand amour entre nous, mais c'est pas grave. Je suis parti le voir et je lui ai posé la question, concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire par rapport aux situations ? Il m'a dit, c'est simple, céder, conseil de discipline et il sera exclu. Je lui ai dit merci, bonne journée, j'ai claqué la porte. Ça, c'est une solution ? Je ne pense pas. Il faut absolument de la formation pour le personnel de l'éducation nationale au sens large du terme. Il y a une grosse problématique sur ce sujet. Merci. Merci à toi. Et dernière prise de parole, donc je te la laisse. Et ensuite, vous répondrez aux questions parce qu'il est très tard, je suis désolée, mais plus beaucoup de temps. Merci. Alors bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. J'ai appris énormément de choses. Moi, je viens des quartiers nord de Marseille. Et à Marseille, on a une situation particulière, c'est que les charbons, donc le trafic de drogue, c'est le premier employeur de Marseille. Ce qui fait que les gens qui sont dans les quartiers ne sont pas des gens du quartier. Ce sont des gens d'autre part qui viennent jusque dans les quartiers nord de Marseille pour avoir un travail, parce qu'en fait, ils sont issus de l'immigration et donc ils peuvent pas... On les refuse partout. Et donc, ce qui fait qu'on n'a plus, comme avant, cet ascendant des grands frères, des grandes sœurs qui peuvent régler les situations des bagarres et des rixes à Marseille. Et on se retrouve complètement démunis avec juste la police, en fait, qui est même, elle, complètement démunie, qui s'en fout complètement, qui vient juste pour récupérer son petit butin et repartir. Et en fait, on est complètement laissé à l'abandon et je me demande comment on peut faire, parce que même les assos n'osent pas venir, en fait, et personne n'ose venir chez nous. Voilà, merci beaucoup. Ok. Je vais commencer par la dernière intervention pour après, j'ai noté quelques points. Alors, rapidement sur Marseille, alors il y a Marouane qui a travaillé là-dessus et qui dit qu'effectivement, à Marseille, il y a moins ces rivalités-là, mais parce qu'à Marseille, il y a une identité marseillaise. Alors, c'est une de ces hypothèses, hein, mais il y a une identité marseillaise qui est ancrée, là où en fait ils sont tous de Marseille, alors que nous il y a le 9-3, 9-4, chacun, on est plus attaché à notre département ou à notre quartier. Et un autre sociologue, j'ai oublié son nom, qui parlait de nationalisme de cage d'escalier, qu'on retrouve moins à Marseille. Donc après il y a d'autres problématiques. Et pour moi que je distingue, parce que pour moi c'est la source est différente et pour moi la solution est différente. Sur les CPE, Chérifa, c'est ça. On va se tutoyer. Hein. Donc tu disais en gros que pour toi c'est pas vraiment pris en compte et tout ça. On peut trouver que c'est pas assez, mais toi t'es CPE, tu le prends en compte. C'est une avancée. Avant il y avait pas ça. Tu vois, en fait on s'oublie. Là il y a un enseignant qui a parlé, il le prend en compte. Après on se heurte aussi. Je vais pas parler, des soucis qu'on peut avoir et auxquels on est tous confrontés. Mais avant il y avait pas ça. Il n'y avait pas des profs, il n'y avait pas des CPE. Il y a même des fois des chefs d'établissement qui veulent et qui se battent contre les institutions, qui se battent contre les directions.
qui se battent contre les ministères. Mais je veux dire, c'est quand même un sujet qui est traité. Encore une fois, là, on est là, mais c'est la première fois, je pense, qu'il y a une table sur les risques, Souhir. C'est la première fois qu'il y a une table sur les risques. Dans une université d'été d'un parti politique, il y a une audition qui a été faite, qui a été portée par Rachel Keke. Là, pareil, là, on le met le couteau sur la... J'espère qu'Ali va prendre le relais, mais j'en doute pas, le frérot. Mais je veux dire, il y a un travail qui a été enclenché, et c'est pas rien. Enfin, pour moi, avant, nous-mêmes, on regardait ailleurs. Parce que c'était assez délicat, parce qu'on savait qu'on pouvait être en lien avec un potentiel coupable. Donc c'était assez délicat. Là maintenant, enfin, je veux dire, c'est un sujet qui est pris quand même, qui est pris en considération par l'adulte, et je pense qu'on avance là-dessus. Sur la formation, voilà, là-dessus je souscris. Pareil sur les caméras, mais j'aime bien quand on parle de caméras ou des policiers, venez, on parle de chiffres, d'oseille. C'est l'argent. 50 caméras, ça coûte combien? Ça coûte des sommes faramineuses, et on déduit, enfin, on fait la conversion en nombre de personnes qu'on peut avoir. Moi, je me rappelle dans ma ville, mon maire, donc un maire de droite, il avait mis 600 000 € pour des caméras qui ont fait 4 jours. Et je lui dis, avec 600 000 €, on paye 20 médiateurs par an ou 15 policiers. Tu veux des policiers municipaux? 15 policiers municipaux pour un an. Nous, on fait la déduction, ça coûte combien pour des caméras qui font 4 jours et qui ne règlent rien. Donc, nous, on parle ils aiment bien les chiffres, on va parler en chiffres et on parle en bilan. Venez, on fait des chiffres avec eux. Non mais voilà, on peut. Voilà, ce que je veux dire, c'est que parlons chiffres. Voilà, non mais il y a pas de problème. Ce que je veux dire, c'est parlons chiffres. Pour eux, l'argent ils parlent de pognon de dingue. C'est eux qui gaspillent ce pognon. Il y a de l'argent et venez, on fait quoi avec? Enfin là, après, on peut discuter de tout ce qu'on veut, hein, mais voilà, l'argent qui gaspille, que ce soit les caméras, que ce soit. Et puis ils évaluent pas en fait. Et dernière chose. Je maintiens cette phrase, hein. Moi j'aime bien dire la responsabilité elle est collective, la solution elle doit être collective. Et encore une fois, tous ceux qui ont un lien avec les jeunes concernés, on a une part de responsabilité, donc on est une part de la solution. Encore une fois, que ce soit les parents, que ce soit les professeurs, tous les animateurs, les clubs sportifs, tous ceux qui sont en lien avec le jeune à un moment donné, qu'est-ce que nous on fait pour le sortir de cette situation-là? Et je m'arrête là-dessus. Et puisqu'Adèle, tu parlais de l'audition d'Eric, il y avait Marouane Mohamed justement qui avait dit qu'une belle politique de sécurité, c'était une lutte contre les inégalités scolaires et contre l'échec scolaire. Parce qu'il faut savoir que les bandes, elles recrutent beaucoup chez les enfants qui n'ont jamais accroché en fait à l'école. Et donc il y a un vrai axe là-dessus à travailler et investir justement dans l'éducation. Je laisse Djangou répondre avant qu'elle rejoigne sa conférence sur le logement. Juste pour te répondre, pour Marseille, là tu viens de pointer une vraie problématique parce que ça, je pense que peu de gens le savent. C'est que c'est vrai que le recrutement de Marseille se fait dans le 93 aussi. Ça, il y a un petit recrutement qui est en train de faire. J'espère que ça ne va pas s'agrandir, mais on est au courant. Donc, pareil, c'est de l'éducation populaire qu'il faut faire, quitte à aller parler directement à les personnes qui sont concernées, même si on ne doit pas y aller, il faut y aller directement, leur parler pour dire que ce n'est pas possible qu'un recrutement se fasse comme ça, du Saint-Denis, Marseille. Non, ça aussi, ce n'est pas possible. Et pour répondre à Chérifa, moi, je passe par les parents d'élèves. Donc, moi, il y a un lien très fort, le collectif Franc-1. À l'intérieur, il y a des parents d'élèves et un petit peu de tout, et c'est eux qui font le lien. Quand on a fait le rassemblement des 2 quartiers, par exemple, moi, il y avait des médecins de Place Santé qui étaient là, qui ont pris la parole, et tu avais aussi des instits, pas des instits, je crois des parents d'élèves qui étaient présents. Mais nous, notre lien avec le collège, c'est les parents d'élèves. On passe par eux. C'est à eux qu'on donne l'information, et puis eux remontent directement l'information au principal. Et pareil pour le lycée. Le lycée aussi, les profs, il n'y a aucun problème. Dès qu'on fait une action, eux, ils sont là. Donc, il faut garder le lien avec toutes ces institutions-là. Voilà. Donc, pour répondre du moins humblement à ce qui a été dit, juste par rapport à ce que vient de dire Adèle quand même, la responsabilité, effectivement, elle est collective, mais toute proportion gardée quand même. On n'est pas tous responsables au même niveau, de la même manière, on n'a pas tous les mêmes moyens d'agir. Tu le disais tout à l'heure, Adèle, à juste titre, moi je n'ai jamais rencontré de parents démissionnaires, on n'en rencontre pas, on est juste confronté à des situations qu'on parfois on subit.
Et là, c'est pas une question uniquement de quartier populaire. C'est une question de chacun peut avoir des difficultés dans l'éducation avec ses enfants, qu'importe son milieu social, etc. Voilà, c'est quelque chose, c'est répandu partout. C'est l'histoire de toute la société et l'histoire de la lutte des classes encore. Mais voilà, chacun a des difficultés, c'est comme ça. Pour parler tout à l'heure, on parlait de violence. Moi je considère que la violence dans les quartiers, elle est plurielle. Cette violence plurielle, elle s'exprime également dans la problématique des logements, de leur attribution, du fait de respecter la loi sur la production de logements sociaux, du fait quand on parlait de l'attribution, on sait comment ça se passe aussi au niveau notamment d'une certaine forme de clientélisme dans le quartier, etc. Tout ça aussi, c'est une forme de violence et qui crée de l'injustice, qui crée beaucoup de situations. Donc voilà. Et notamment la gentrification, notamment à Nantes, je pense, parce qu'il y a Margot ici, qui a fait tout un travail autour de ça. Donc c'est des sujets qu'il faut aborder. Tu parlais tout à l'heure du flambeau et de l'éducation populaire au sein de la France insoumise. Je ne sais pas, après moi, en tout cas en ce qui me concerne, moi je suis député aujourd'hui apparenté, je siège au sein du groupe de la France Insoumise, mais à la base, je ne viens pas du mouvement de la France Insoumise proprement dit. J'ai, avec d'autres, Django est là également, développé, créé un collectif qui s'appelle la Seine-Saint-Denis au cœur, et donc on a créé les conditions pour pouvoir exister politiquement, citoyennement, et ainsi de suite. Et je suis d'accord, oui, effectivement, la question décoloniale doit être portée, mais pas uniquement à la France Insoumise, dans tous les mouvements qui se disent de gauche. Tous les mouvements qui se disent de gauche doivent porter cette question de la décolonialité, tous. Sinon, on n'est pas de gauche, tout comme tous les mouvements de gauche, tous les partis politiques, toutes les formations politiques de gauche doivent porter la question de la lutte anti-racisme au centre de l'ensemble de leur projet politique, au centre. Et j'ai pas dit à côté, j'ai pas dit en dessous, j'ai pas dit au-dessus, au centre. Donc voilà, ça doit en faire partie, tout comme les sujets de toutes les expressions du racisme, que ce soit de l'islamophobie, de l'antisémitisme, de toutes les luttes doivent être conduites et placées au centre des politiques de gauche et particulièrement au sein de la France Insoumise, qui, je crois, et à mon sens, après c'est mon avis, voilà, moi je me réclame, je ne vais pas dire que je me réclame pas du NFP, mais je me réclame plus de l'insoumission. Voilà, c'est plus ce pourquoi j'ai envie de lutter. Cela étant dit, je ne suis pas forcément d'accord avec toutes les mesures du programme du NFP, et particulièrement sur une sur laquelle voilà, ça m'a valu beaucoup de critiques, de propos assez violents, mais qu'importe, hein, c'est pas grave. C'est sur la question de la police et de la police de proximité, sur laquelle moi j'ai pas forcément le même avis sur son rétablissement dans nos quartiers, etc. Et ce qu'elle a produit. Souvent on en parle comme ça, mais on en oublie le bilan de cette police de proximité fut un temps qui a également conduit et a été violente dans nos quartiers, et je pense qu'on l'oublie et on veut la rétablir là où voilà, il faut se poser forcément les bonnes questions. Moi je préfère encore une fois mettre le paquet dans l'éducation, mettre le paquet dans les logements, mettre le paquet dans le développement personnel, dans le développement économique, etc., plutôt que dans nos prisons, dans leur extension, dans la police de proximité, dans dans les casques bleus des quartiers. Voilà, je préfère ça. Et une petite chose à rajouter, nos villes, particulièrement en Seine-Saint-Denis, ont vu se développer, notamment dans nos villes de gauche, la création des polices municipales. Et ça aussi, et Django peut en témoigner sur Saint-Denis, c'est excessivement violent ce qui s'y passe. On lâche jusqu'à les chiens sur les humains. Et ça, c'est excessivement problématique. Donc voilà, moi je ne suis pas pour ça. Et j'espère aussi défendre une autre vision de la vie en société, dans la vie dans nos quartiers, avec notamment au centre du projet politique, je disais, la lutte antiraciste, mais également les questions d'éducation, les questions d'écologie, parce que la violence, notamment liée
aux passoires thermiques dans nos quartiers, dans nos logements, dans l'écologie. Parfois on parle d'écologie populaire, mais j'ai envie de parler d'écologie tout court, dans la rénovation de nos appartements, de nos logements, etc. La question de la santé, la question de la solidarité, et pas forcément que de la solidarité dans nos quartiers, mais de la solidarité nationale qui arrive jusqu'à dans nos quartiers. Tous ces sujets-là sont très 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 importants, et c'est des sujets qui amène de la violence. La violence, elle est multifactorielle. Moi, j'ai commencé mon mandat de député, et je terminerai là, avec 3 assassinats ciblés dans une des villes de ma circonscription, qui est Bobigny. 3 assassinats dans un même quartier, liés à du trafic de stupéfiants, liés à des rivalités de quartiers, de bâtiments, etc. Ces situations-là, elles ne peuvent plus perdurer, et pour qu'elles ne perdurent plus, et c'est là où je suis d'accord avec Adèle, la responsabilité, toute proportion gardée, est collective, et on se doit, encore une fois, et je vous invite à le faire et à le refaire et à profiter de ce week-end pour le faire, interpellez vos élus. Voilà, je vous remercie.